On peut sûrement trouver étrange qu'un petit institut de recherche situé en Provence, dans une petite ville, qui n'appartient à aucun grand groupe pharmaceutique, à aucune grande structure universitaire ou laboratoire public, ait pu se lancer dans l'aventure de chercher une solution pour lutter contre le coronavirus de la Covid-19. En réalité, il faut savoir que notre institut, qui existe depuis maintenant 25 ans, un peu plus même de 25 ans, a depuis toujours eu cette habitude de faire de la recherche fondamentale, avec un but dans la vie qui est celui d'améliorer la qualité de vie, la santé de l'ensemble des êtres vivants. Pour nous, il n'y a pas d'un côté la santé des animaux, la santé de l'être humain, la santé des plantes. Il y a une seule santé. Et on adhère effectivement depuis très longtemps à ce concept qui commence à être un peu plus familier, qui s'appelle le concept de One Health, une seule santé, et qui justement est typiquement ancré dans cette idée. Donc pour nous, quand la pandémie a éclaté, il a été évident que le virus était un acteur important, mais que quelque part, il était un élément révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements, et que certainement des dysfonctionnements à l'échelle des écosystèmes, des dysfonctionnements peut-être en termes de bien-être des personnes, en termes de santé collective, avaient pu jouer un rôle. Et que le passage de l'animal à l'homme était aussi un élément qu'on peut penser être, et c'est d'ailleurs l'idée généralement répandue, justement ces maladies, ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies d'animaux qui peuvent passer à l'être humain, et bien que ces zoonoses étaient certainement les futures causes de pandémie. Donc pour nous, réfléchir à cette approche, c'était quelque chose de naturel, même si c'est éloigné en apparence de ce qui est notre spécificité initiale, puisque au départ, nous travaillons sur le comportement des êtres vivants, et là aussi tous les êtres vivants. Nous étudions aussi bien le comportement de limaces que de poules, que de vaches, de chiens, de chats, de chevaux, d'êtres humains, de singes, de loups récemment. Et donc pour nous, cette approche globale, il était logique aussi de la faire dans une pensée du vivant. Et cette pensée du vivant, elle consiste non pas à sacraliser l'être vivant, mais elle consiste à se dire que pour vivre, pour survivre, il faut être capable de faire face à toute une série de défis. C'est-à-dire qu'il faut avoir trouvé des solutions qui permettent de se défendre. Et se défendre, ça ne veut pas dire forcément tuer l'autre, ça veut dire simplement arriver à rester à peu près en sécurité dans sa bulle. Et pour nous, c'était donc logique de continuer avec une autre de nos marques de fabrique, avec un autre de nos concepts clés qui est le biomimétisme. Le biomimétisme est devenu à la mode aujourd'hui, mais c'est une vieille idée. On a des auteurs de la fin du 19e siècle, par exemple, et notamment en architecture, qui n'ont pas hésité à aller chercher dans la structure du vivant la façon, par exemple, de construire un escalier, un bâtiment. Et donc, ça paraît aussi assez logique d'aller chercher dans l'architecture microscopique, infinitésimalement petite de la chimie, des solutions qui existent chez les êtres vivants. Et nous, c'est notre approche du biomimétisme. Quand nous cherchons à dissuader, par exemple, une mouche qui attaque les fruits d'aller pondre dans les fruits, eh bien nous allons essayer de comprendre dans l'univers chimique de cette mouche qu'est-ce qui lui permet de choisir l'endroit où elle peut aller ou l'endroit où elle ne doit pas aller. Et donc on est allé chercher, on s'est posé la question de savoir quels êtres pouvaient en permanence être soumis à des variétés d'agressions très grandes. Et c'est vrai que très vite, notre attention a été attirée vers les champignons, d'un côté, mais aussi vers les insectes. Insectes qui sont à peu près partout sur le globe et qui rencontrent bien toute une série de challengers. Cette approche, elle permet en réalité d'être confronté à des milliards de molécules. Mais là aussi, notre savoir-faire, les méthodes que nous avons développées sont basées sur quand vous travaillez sur la communication chimique, vous cherchez à comprendre comment des petites molécules, alors petites parce qu'elles peuvent être libérées dans l'air, dans l'eau, peuvent être captées, peuvent être lues par les autres êtres vivants pour communiquer. Et ça implique à un moment donné que cette petite molécule rencontre une très grosse molécule, très compliquée, avec des cavités dans lesquelles elle peut rentrer, et qui est en fait ce qu'on appelle une protéine. Et les protéines, c'est vraiment ce qui caractérise les structures biologiques, y compris les virus. Même si ce ne sont pas des êtres vivants au sens propre du terme, ils ont des protéines.
Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans le monde vivant qui pourrait rentrer dans des protéines du virus? Quand on se pose cette question, il existe une clé très intéressante aujourd'hui et souvent insuffisamment utilisée, qui est ce qu'on appelle la bioinformatique. La bioinformatique, c'est pas de faire de la biologie avec un ordinateur, c'est d'utiliser la force de l'ordinateur pour pouvoir, par exemple, prendre le message génétique d'une entité biologique, donc d'un être vivant réel ou d'un virus, pour construire en 3D. Parce que justement, comme il y a des cavités, il faut avoir de la 3D, et ça, l'ordinateur permet de le faire très bien. Et donc, on va reconstruire l'élément avec lequel on veut interagir. Le virus, quand il nous attaque, vient s'ancrer sur la cellule, notamment, il vient littéralement se piquer dans la membrane, et c'est du reste là-dessus que les équipes qui ont développé des vaccins se sont focalisées. Et son but, c'est d'injecter dans la cellule son patrimoine génétique pour obliger la cellule à fabriquer plein de petits virus. Le virus, c'est une entité biologique incapable de se reproduire elle-même, et il a besoin d'aller s'agripper, d'aller parasiter, c'est un vrai parasite, qui va obliger un organisme à le refabriquer. Alors on peut essayer de le détruire avant qu'il ait commencé ce travail, ça c'est ce qu'on va faire avec un vaccin, et c'est pour ça que la vaccination est aussi une arme très utile, mais malheureusement, pour plein de raisons, on peut ne pas avoir d'anticorps, et à ce moment-là, le virus va injecter son programme, et là, ce qui est intéressant, c'est d'arrêter la refabrication de nouveaux virus qui vont aller infecter le reste du corps. Et c'est justement là, sur ça que nous nous sommes focalisés, parce que ça, c'est notre savoir-faire. Et on a regardé, donc, quelles molécules fabriquées par des êtres vivants pouvaient venir bloquer les protéines du virus quand elles vont essayer de refabriquer d'autres virus. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire en trouvant deux voies d'action et un groupe de molécules avec, c'est un travail là aussi, comme nous avions l'habitude de le faire dans notre institut, c'est à la fois une collaboration entre des chercheurs ayant un bagage, une formation différente, donc de la bioinformatique, de la biologie moléculaire, des cliniciens, vétérinaires en l'occurrence, mais ce qui n'empêche pas de réfléchir à de la santé humaine, encore une fois, et puis aussi les statisticiens, et puis les chimistes. Et là aussi, en chimie, il faut savoir travailler en réseau, et nos partenaires d'une autre entreprise méditerranéenne, et donc on est content parce que c'est quand même quelque chose qui reste ancré dans notre beau sud et notre Provence, nos partenaires de la société Azur Isotope qui sont venus nous aider sur l'une des molécules en nous permettant d'y avoir accès, de nous pencher sur elle, et à partir de là, nous en avons trouvé plusieurs autres, et toute une famille. Et donc l'idée, c'est vraiment de venir arrêter le virus une fois que malheureusement, il est venu injecter son patrimoine génétique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette approche, c'est une approche ciblée sur les coronavirus, ciblée bien sûr sur le coronavirus de la Covid-19, mais aussi sur des coronavirus qui atteignent nos chats, nos cochons, nos bovins, et nous travaillons actuellement sur d'autres coronavirus animaux, à la fois parce qu'il est bien évident que très logiquement, nous souhaitons sauver les êtres humains, et peut-être nous sauver nous-mêmes, mais aussi continuer à sauver et à protéger les animaux et faire que nous nous protégeons tous les uns les autres. Et donc cette approche-là, c'est vraiment une approche qui actuellement se poursuit, qui va nécessiter bien sûr à un moment donné des vérifications. Alors on a fait un premier rang de vérification dans des cultures cellulaires, ce qui permet là aussi de ne pas aller abuser de la participation d'animaux pour lesquels ce sont toujours des expériences qui, même quand on fait très attention, sont jamais très plaisantes. Mais bien sûr, on va être obligé d'avoir assez prochainement un stade animal dans lequel on va vérifier, avant que des patients humains puissent être traités par ce produit, on va tester sur des modèles. Et cette approche, elle continue, on essaye de l'élargir, de l'enrichir. Ça va nous amener, encore une fois, à interagir avec d'autres, parce que l'IRCEA, notre institut, n'est pas destiné à faire de la recherche pharmaceutique, et donc nous allons aller nous appuyer et nous associer avec des laboratoires pharmaceutiques pour faire la suite et aller le plus vite possible apporter une arme supplémentaire qui, combinée, associée au fait, non pas associée parce qu'administre en même temps, mais donnant deux armes aux médecins
pour pouvoir combattre un même ennemi qui est ce coronavirus actuel et potentiellement peut-être d'autres coronavirus qui pourraient arriver derrière. Et puis en même temps, combattre ces coronavirus qu'aujourd'hui on combat mal chez les animaux. Et pour finir, je dirais que cette recherche n'est pas terminée parce que nous avons aussi, et c'est là qu'on retrouve l'unité de ces travaux, nous savons aussi qu'un certain nombre de mécanismes qui sont enclenchés à la suite de l'infection par le coronavirus de la Covid-19 et qui sont responsables de la deuxième phase et des complications sont notamment liés à la production de certaines substances particulières, notamment certaines interleukines dans l'organisme. Or, justement, ces interleukines, ça n'est pas quelque chose de dissocié, c'est-à-dire que de même qu'il n'y a qu'une seule santé, il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et dans le même esprit, nous avons aujourd'hui des travaux sur animaux que nous sommes en train d'organiser pour les appliquer à l'être humain et les tester chez l'homme, qui permettent de montrer que certaines phéromones, certains messages volatiles émis notamment par les mères, ont des effets positifs pour limiter la production de ces substances qui sont capables d'aggraver l'expression des effets nocifs du virus de la Covid-19. Et donc c'est vraiment pour nous ce travail que nous continuons, et ce travail que nous continuons, on est fiers de le dire, de façon parfaitement indépendante, puisque notre institut ne vit que des revenus de ces autres brevets. Depuis 25 ans, nos recherches n'ont été financées que grâce aux résultats de nos autres recherches. Donc j'espère que nous aurons, avec ce travail, des prolongements positifs pour l'ensemble de l'humanité et que nous aurons apporté notre pierre pendant une période si compliquée, à la fois pour l'être humain, mais aussi pour l'ensemble de la planète.